C'est bon là, ça tourne? Ouais. Alors cette année pour le lac Baïkal, on a mis environ une année pour préparer l'expédition. Toujours dans l'esprit d'une autonomie complète. Donc trouver des partenaires sur place pour nous assurer toute la partie logistique parce que pas très facile d'envoyer du fret en Russie. Et puis après, voilà, pendant cette année, on lie des liens donc, avec des Russes. Et puis on met en place aussi le circuit sur le lac. Et puis il y a toute la partie, on va dire, préparation matérielle. Où là, il faut mettre au point le prototype qui va nous servir à naviguer sur cette immensité de glace. Donc voilà, il nous faut à peu près un an pour monter une expédition de ce type-là. Alors à l'arrivée d'Irkoutsk, tout d'abord c'est une grande surprise puisque je rencontre Irina. Irina qui était mon contact pendant toute la préparation de l'expédition. On s'était toujours rencontrés via Skype et là on se voit en chair et en os, donc c'est un moment assez sympa, donc on est tous bien contents. La joie retombe très vite puisqu'elle nous annonce qu'en fait les douanes bloquent notre matériel. À la sortie de l'aéroport, les premiers pas à l'extérieur, en fait, tout de suite on sent qu'on est dans un pays froid. Donc on a les ailes du nez qui se collent. Donc la température était d'environ moins 25 degrés. Donc tout de suite, là on se dit ça y est, on y est. Hein, donc il va falloir faire attention au froid. En attendant de pouvoir récupérer notre matériel, on décide d'aller à Lizvianka. Donc c'est la ville qui est vraiment au bord du lac. Et là, on passe une nuit chez Nikolai dans son gîte. Alors, la première fois que j'ai vu Nikolai, il parlait pas du tout anglais, c'est un clown, voilà, il parle avec les mains. Et donc c'est le spécialiste du banya à la russe. Ok. Ah! Photo. Nos premiers pas sur la glace, tout de suite, on n'a pas trop fait les malins en fait. Hein. On n'a pas trop fait les malins parce qu'on s'est dit, on ne savait pas trop où on allait et on ne connaissait pas la glace. Voir toutes les fractures, il y a des enchevêtrements de glace. Donc on ne savait pas trop si ça tenait, on ne savait pas trop quelle épaisseur il y avait. Donc on y est allé à tâtons. Ce qui m'a vraiment angoissé les premières fois que j'ai marché sur le lac gelé, hein, c'était déjà de marcher sur un miroir, de voir à travers. Et puis au niveau de l'adhérence, hein, ça glissait vraiment. Et puis en fait on s'est rendu compte que il y a quand même, on est quand même en sécurité dans le sens où il y a plus d'1 mètre de glace par endroit. En partant sur Lizvianka, on a pu pendant 2-3 jours tester le matériel, prendre des repères, voir au niveau de l'équipement si tout était bien approprié. On a pu faire nos essais sur le lac rapidement, donc je voulais voir un petit peu le comportement des batteries au froid. Notamment les batteries nomades de 50 watts qui sont rechargées par les panneaux solaires. Donc on avait 2 panneaux solaires de 12 watts. Donc ces batteries en fait elles servaient à nous alimenter en lumière le soir dans la tente et servaient aussi à recharger tout ce qui était appareil électronique. D'essayer en fait un prototype également. Donc moi mon idée c'était de se faire tirer par une voile de kite avec le vent
acheté donc des traîneaux, donc des Pulka. Donc comme j'ai récupéré des barquettes de sauvetage qu'on a assemblées. Et puis sur les barquettes de sauvetage, on est venu fabriquer un matelas gonflable qu'on a posé sur les barquettes. Voilà. Et ce matelas avait la superficie de la tente, donc ça servait un petit peu à nous isoler du sol. Les douanes bloquent notre matériel. Donc là, ça va être une succession de formalités administratives pour passer par les 17 bureaux, récupérer les 17 tampons pour enfin pouvoir récupérer notre matériel au frais. Le seul point noir, on va dire, de l'arrivée sur Irkoutsk. Alors avant de partir, en fait, on a fait les derniers préparatifs, donc notamment tout ce qui était checklist, contrôle de tout le matériel. Мы с Хабой, а затем мы поедем уже на мыс Спокойный, откуда вы начнете свое путешествие. Moi, la première fois que j'ai vu Igor, j'ai trouvé que c'était un personnage impressionnant. Donc il l'appelle le capitaine des glaces. Je pense que c'est pas pour rien parce que c'est vraiment quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un de sûr. Voilà. Il nous a tout de suite mis à l'aise. Il nous a tout de suite expliqué l'état de la glace, les possibilités, la progression qu'on pouvait faire. Donc ça, c'était vraiment important de prendre contact avec quelqu'un sur le terrain qui connaisse bien les lieux. Меня зовут Игорь, я живу на этом острове. Мне нравится этот остров, я его люблю. Люблю Байкал. Люблю зимний Байкал. Вот сегодня мы с вами едем по этому льду и не знаю, но мне нравится вот эти путешествия по льду. Ну, наверное, все. Что еще могу сказать? Все. On est parti en fait pour le point de départ. Donc Igor nous a emmené avec son WAZ. Donc les WAZ, c'est des petits camions russes qui sont 4x4 et qui passent partout. Donc on a roulé toute la nuit et puis Igor nous a déposé au milieu de nulle part. On ne savait pas où on était. Et là, on a passé notre première nuit sur la glace. Et la première nuit, je veux dire, c'était quand même assez impressionnant. Attends, je fais un petit coup de caméra là. Donc sur l'expédition, tout le monde a une tâche bien établie. Et ça, c'est important, puisque ça permet de responsabiliser chaque personne et donc tout le monde trouve sa place dans l'équipe. Moi, je faisais un petit peu l'intendance, c'est-à-dire de ranger, de répartir le matériel au niveau des barquettes. Donc avec Jeff, on montait la tente. Donc pour ma part, ma grande mission du soir, c'était de faire chauffer nos 6 litres d'eau quotidiens. Puisqu'en fait, toute notre alimentation était à base de produits lyophilisés. Dès qu'on arrivait, mes deux collègues, Jeff et Jérémy, montaient le camp. Et puis pour ma part, je prenais la tarière, je perçais les 1 mètre, 1 mètre 50 d'épaisseur de glace, je récupérais notre eau douce et puis je la faisais chauffer. Voilà, ça me prenait un bon petit moment puisqu'on n'avait qu'un seul réchaud. Ça rechargeait un peu. Il mange, Jérémy? Et là, Stéphanie, je mange, j'ai trop faim. C'est bon. On s'est mis dans notre duvet et là, on s'est dit, ça y est, on y est.
Et les premières impressions, c'était d'entendre la glace craquer, exploser, des détonations énormes toutes les 30 secondes. Et là, c'était vraiment impressionnant. Alors on s'est regardé, on s'est dit bon, de toute façon, on est là, on est allongé sur la glace. Maintenant, il se passera ce qui se passera, mais bon, on était quand même inquiets. Bon, petit-déj, moi j'ai quoi? Allez, Mesli. Tu me fais mon bacon grillé et mes œufs brouillés? Bah, bien sûr. Ah, bien. C'est où? Mais dès que le descend à bord. Le réveil qu'on a remarqué, c'était toutes les phases de démontage du camp, où on pourrait avoir l'impression que ça peut être assez rapide. Hein. Et en fait, non, ce temps il était bâclé, c'est environ 1h30, 2 heures de tout regrouper, de faire chauffer de l'eau. Et ça, ouais, c'est primordial. Et puis ça a été aussi nos grands axes des débuts de journée. Si on voulait vraiment progresser, avoir beaucoup plus de marge de progression, c'était une sacrée organisation, que ce soit démontage et installation. En ce qui concerne l'orientation et la topographie, par rapport aux autres expéditions, ça a été assez simple en fin de compte, puisque on était sur une progression, on va dire, sur un axe toujours le même. Donc on se gardait les berges du lac sur notre droite, à environ 5 à 10 km. Donc on avait une progression, somme toute, très simple. Le seul truc, c'est comme on était vraiment en autonomie, on s'était gardé une sécurité, donc tous les soirs, via le téléphone satellite avec le réseau Iridium, et bien en fait, on appelait Irina pour lui donner notre position GPS. Comme ça, en cas de pépin, elle pouvait nous envoyer les secours. Ouais, petit. Allez, je vais lancer le décollage. Alors le pilotage de la voile de kite, c'était pas évident parce qu'en fait, on n'avait jamais essayé. Voilà, c'était la première fois qu'on essayait notre prototype. On n'a pas pu essayer parce qu'en France, il y a eu des conditions qui étaient vraiment particulières. Donc on a testé notre matériel en direct en fait. Hein. On s'est mis directement dans le bain et on a dit allez, on va y aller. Voilà, donc le pilotage était vraiment difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'était un prototype, on n'avait pas de dérive arrière. Et le fait de se faire tirer par une voile de kite sur une glace comme ça, la machine est difficile à diriger. Donc il a fallu trouver des solutions, essayer de s'adapter. On refoule la voile qui s'est déchirée cet après-midi. Voilà, il y a un caisson qui s'est déchiré. Donc on fait un peu de couture, mais bon, en espérant que ça tienne. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
Ta grand-mère, il t'a pris un coup. Oui. Bon voilà, ils sont en train de me gonfler donc du coup je me suis mis au repos un petit peu hein, parce que faut de temps en temps faut se mettre à l'écart. Hein. Mais ils vont pas mal hein, les deux là. Ils se débrouillent bien. Je vais les laisser tirer encore pendant à peu près 20-30 minutes et je vais faire une petite sieste. Hein. Allez. Une des particularités sur ces progressions, c'est que sur les premières journées, on fonctionne beaucoup à la montre. C'est-à-dire, voilà, on dit tiens, il est 10h, il est 1h, on a fait telle progression, on va encore marcher jusqu'à 16h30. Puis il se passe quelque chose, c'est qu'au bout de 4 jours de marche, en fait, on ne regarde plus la montre. On marche au soleil. C'est-à-dire qu'en fait, on voit le matin le soleil qui est sur notre gauche, et puis au fur et à mesure de la journée, il part au zénith, puis il décline doucement derrière les montagnes. Et en fait, notre progression devient une progression qui va à notre rythme biologique et puis surtout au rythme solaire. Il y a un petit passage sur l'expé où j'ai eu un petit souci avec les pieds. Donc le problème c'est que dès qu'on a mal aux pieds, on dit rien pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis au bout d'un moment la douleur est tellement intense que là il faut faire quelque chose. Donc là je me suis retrouvé avec une douleur au niveau du petit orteil qui était vraiment énorme, très forte. Donc il a fallu faire quelque chose. Donc du coup soigner l'ampoule, c'était même pas une ampoule, c'était un point de compression sur le pied qui était vraiment important. Donc j'ai craqué et j'ai coupé la chaussure. Voilà, donc le chausson en fait, j'ai découpé le chausson avec mon ciseau et puis j'ai fait une petite entaille pour pouvoir laisser passer mon pied qui était un petit peu enflé. Le lac est truffé de pièges, et notamment au niveau des toros. Les toros, ce sont ces grandes zones de fracture où les plaques rentrent un peu en subduction, en fait, les unes sur les autres. Donc en fait, ce sont des points un peu sensibles, et c'est souvent sur ces zones-là en fait, qu'il y a les accidents, puisqu'en fait, on se retrouve sur des zones avec des eaux ouvertes. Donc régulièrement, quand on arrive sur une fracture de toros comme ça, je pars avec le bâton et je vais un petit peu sonder la glace pour voir si le passage est sécurisé ou pas. Ouais. T'as soigné tes pieds un petit peu, ouais. Ça y est, là, ils sont chauds, impeccables. Ouais, mais fais-nous voir un peu là. Bien. On va voir. Ouais, j'ai caché. C'est con, il n'y a pas l'odeur. Moi j'ai C'est bien de manger. Tout qui vont bien. Écoute, j'ai pas regardé, mais ce sera la surprise du soir. Le mieux, c'est Jeff quand même. Il a customisé Et les mon chaussures. coach. Ah oui. C'est où? Bah c'est là. J'ai été obligé de couper les chaussures parce que j'avais trop mal. Là. Donc là. Et puis là, j'ai fait un petit trou. Voilà.
On bricole, Jérôme, qu'est-ce qu'il fait? Je remonte le cairn. Avec un peu de chance, les nombreux dieux bourriates feront lever le vent demain. On pourra traverser la porte d'Olkhon sous voile. J'espère. Et là, on va là-bas. On va aller voir la stupa. La stupa bourriate. L'île de Goï, c'était quand même le passage obligatoire, puisque sur cette île, en fait, il y a une stupa bourriate. Une stupa, c'est un temple, et je voulais absolument en fait aller voir cette stupa qui est vraiment un lieu pour les chamans, qui est un lieu sacré. Donc, avec Jeff et Jérémy, nous montons sur l'île et puis on est allé faire une petite offrande au dieu des vents pour qu'il nous donne un petit peu de vent pour tester nos voiles de kite. 2h38, donc le vent se lève. Donc j'ai fait un réveil brutal. 2h38 2h38. Bah nickel. L'habitude. Allez, c'est parti. Et on est projeté là-dedans, on a envie que ça continue, on a envie de repartir, on a envie de vivre ces moments-là qui sont vraiment authentiques.